Bon. Ok. Bon. T'as fait un disque? T'as un disque? Bon. Écoutez, j'espère que la soirée a été bonne. Bon, visiblement elle a été bonne, hein, vu le manque de réaction. Donc, écoutez, j'espère que comme moi, vous en avez plein la tête, plein d'idées pour développer dès demain ou à la limite pour un peu plus tard. J'espère que vous vous êtes amusé au hackathon, à l'espace des bidouilleurs, ou que vous avez rencontré votre future start-up, ou tout simplement que vous avez appris de quoi avancer ou des sujets qui vous intéressent. Donc, 3 nouvelles keynotes aujourd'hui, avec d'abord Geert Bevin qui va nous parler de la Hagen Harp. Programmé avec émotion. Programmé avec émotion. Voilà, donc tout un programme. Ensuite, bonjour. On applaudit. Alors, bon, visiblement la soirée a été difficile, donc je comprends, il faut faire passer toutes les crampes, il faut applaudir beaucoup. Allez, on y va. Alors, à l'auditorium, on retransmet ça en live et je pense qu'ils ne vous entendent pas. Donc allez, on y va. Voilà. Là, je me sens bien. Bon. Donc après Geert, nous aurons Dominique Vandette et Danny Goris qui vont vous parler de l'Oracle Academy. Dominique étant directeur responsable social de Rock France et Danny Goris, membre du board de l'association européenne eSkill et senior manager du programme Oracle Academy. Ils vont vous présenter l'initiative Oracle Academy et vous parler aussi de la situation de la formation professionnelle au niveau européen. Ensuite, Monsieur Serge Abitboul, membre de l'Académie des sciences, directeur de recherche de l'INRIA, président du conseil scientifique de la Société informatique de France et également membre du conseil national du CNN. Conseil national du numérique, va vous parler de la transformation que le numérique apporte, de la façon dont ça va changer pour vos données et de l'importance qu'il faut mettre pour faire évoluer ces éléments-là et comment vous allez gérer votre digital self. Voilà. Un programme pas mal. Donc on applaudit Geert qui va nous parler de la programmation émotionnelle. Bonjour. Donc, voilà. Ceci, c'est un instrument qui s'appelle l'Hagen Harp. Moi, je vais vous parler un petit peu d'un parcours que j'ai fait depuis pas mal d'années et qui a commencé en fait quand j'étais tout gamin. Et je me promenais dans un magasin et je voyais des livres de programmation en BASIC. Et ça m'a ouvert un univers. J'avais pas encore d'ordinateur, je rentrais chez moi, j'avais acheté les livres et je programmais sur des feuilles. J'écrivais des programmes parce que je m'imaginais à quel point ça pouvait être magnifique. Je m'imaginais que si j'appuyais sur cette touche-là, il y avait le petit sprite qui allait bouger vers la gauche, et l'autre touche allait faire sauter. C'était vraiment... c'était incroyable pour moi. C'était ma passion, la programmation. Mais j'étudiais la musique. J'ai fait des études de musique en jazz studio à Anvers. Je voulais devenir musicien professionnel. Et je faisais de l'informatique dans mon temps libre, disons. Je bidouillais avec des sites. J'essayais de faire fonctionner les frames quand ils sont arrivés dans Netscape, Navigator. C'était waouh, super. Et puis j'ai un petit peu compris quand même que c'est beaucoup plus facile de gagner sa vie avec la programmation qu'avec la musique. Mais bon, c'est quand même cette démarche de la création, en fait, qui, je trouve, est beaucoup oubliée. On se focalise sur l'entreprise, sur créer des applications enterprise, very scalable, qui font tout pour des millions d'utilisateurs. Tandis que, pour moi, en fait, la programmation, c'est un moyen de m'exprimer. Et je fais ça tous les soirs, chez moi, avec plein de projets personnels en dehors de mon travail. Par exemple, ce que j'ai fait ce matin, parce que je me suis rendu compte, quand je me promène avec ce truc-là, je ne sais pas avancer mes slides, donc voilà. C'est facile, tu as qu'un truc, tu es programmeur, tu as une idée, tu le fais quoi, c'est chouette. Alors,
Le grand problème qu'on a en tant qu'artiste, créateur, c'est le canevas blanc. C'est qu'est-ce que je vais faire si j'ai rien? Mais moi je trouve justement, si on regarde ici, c'est l'Hagenharp, donc l'instrument que j'ai devant moi, et vous voyez qu'en fait, ça c'est le grand modèle, c'est le moyen, vous voyez que c'est vide, il n'y a rien dessus. Tout comme ici, en fait, j'ai que 2 touches. Mais je peux le changer et tout à coup il y a un univers qui s'ouvre, j'ai des lumières qui s'allument, qui me permettent de jouer à ce moment-ci. Et donc par rapport à mes préférences, j'ai pu remplir les cases, j'ai pu les cocher, je dis ok, ça devient ce que moi j'ai envie que ça fasse. Si je compare, je vais switcher de nouveau vers ma souris, si je compare ça avec un piano, c'est pas un canevas blanc, bien qu'il c'est aussi une forme rectangulaire. Ça dit exactement ce que ça dit. Il y aura un do à l'endroit du do, le ré sera toujours au ré, ça ne changera jamais, voilà. C'est comme ça. Donc, je crois que le canevas blanc nous permet en fait de faire partir notre imagination. Et en tant que programmeur, on a souvent la tentation de remplir toutes les cases pour les utilisateurs. De dire, ok, je boucle le bazar, comme ça c'est bien, nickel, ficelé, j'ai tout fait, mais ça va faire que ça. Et ça va faire que ce que toi tu as finalisé. Donc, parfois je crois que c'est intéressant quand on regarde les softs qu'on crée, se dire est-ce que je ne vais pas trop loin? Est-ce que je n'ai pas trop rempli les cases pour permettre à notre utilisateur d'utiliser nos créations de façon créative, émotionnelle, au lieu de suivre les lignes que nous on a tracées. Donc, un autre exemple de ça, est-ce qu'on doit offrir des possibilités ou les restreindre? Un bête exemple ici, c'est un interrupteur. Qu'est-ce qu'il pilote? Le plafonnier, forcément. Attends. Et celui-là, il pilote quoi? On ne sait pas. On ne sait même pas si c'est un interrupteur sur lequel on doit appuyer une fois, peut-être c'est un code. Peut-être que ça fait démarrer toute une séquence, peut-être que ça ouvre une boîte, on ne sait pas, ça ouvre l'imagination. L'interface est la même, c'est le bouton. Par contre, l'étape ultime, je l'ai pas faite, ça reste ouvert. Et c'est marrant parce que le créateur de l'Hagenharp, chez lui, en fait, il a que des boutons chez lui où il n'y a rien noté dessus. Mais c'est une série de boutons dans sa maison. Et il y a du home automation où tous les X temps, il réessaye des autres systèmes d'interaction avec sa maison. Mais c'est assez déroutant quand tu es invité parce que tu rentres dans la chambre et tu sais, c'est quoi ce truc? Mais c'est intéressant parce que ça crée des patterns nouveaux. Tu interagis avec sa maison d'une nouvelle façon à chaque fois que tu es chez lui. C'est chouette. Donc, quand on est créatif, souvent le gros problème c'est vers où je vais aller et est-ce que je vais aboutir à quelque chose, hein, pour revenir à l'idée principale, créer en programmant. Et il y a Neil Gaiman qui a écrit Coraline, dans un de ses keynotes, qui avait parlé d'une image que j'aime beaucoup et je trouve que cette image-là le symbolise très bien. Ça vient de Hobbit, hein, le film. Quand on travaille vers un projet créatif de vie surtout, parce que quand on est créatif, on l'est ou on l'est pas, hein, ou on va vers un chemin créatif ou on le fait pas. On ne sait pas dire sur une charte, ok, ça c'est exactement le but où je vais atteindre. Non, ce qu'on sait dire, c'est par là. Voilà. Je vois cette montagne et j'ai l'impression que si je bouge vers là, je m'en rapproche. Bidouille, tu fais tes trucs, puis tu regrimpes dans un arbre, tu sors ta tête, tu dis « Ah mais non, mais elle est à la montagne. Bon, ben ok, je vais aller par là. » Mais cette montagne, tu sais où elle est émotionnellement. En toi, tu sais vraiment où elle est. Tu ne sais pas dire sur la carte où elle sera, mais tu sais que si tu t'en éloignes ou si tu t'en rapproches. Et par rapport à chaque phase dans ta vie, tu peux dire, ok, les projets que je vais entreprendre, le boulot que je vais accepter, la boîte pour laquelle je vais travailler, est-ce qu'elle me rapproche de ma montagne pour moi, en tant qu'individu créatif, évoluer vers mon acheminement, quoi, pour ce qui est juste pour toi, pour ce qui te permettra de t'exprimer. Et c'est ça qui te permettra d'être différent.
de ne pas être comme tout le monde. J'ai suivi les bugs que je dois résoudre, j'ai fait autant de Jira par jour. Non, toi, tu as ta montagne et tu traces ton chemin vers ta montagne, quoi. Et autre chose, c'est qu'il faut trouver sa vague. C'est un beau symbole, je trouve, parce que nous, en tant que programmeurs, on a une situation inouïe. On se fait payer super bien. Bah ouais, il faut le dire. Et en même temps, on peut être super libre. Et on peut même décider de dire, ok, je vais travailler pendant 6 mois en tant que consultant, et puis je fous rien pendant 6 mois. Et je fais mes trucs. Et puis je reprends un job de consultant, qui en général te ramasse tellement d'argent qu'en fait tu peux vivre pendant 2 ans si tu serres un petit peu la ceinture, mais c'est bon, quoi. Donc, on a ce luxe en tant que programmeur de ne pas devoir jouer dans la rue comme les musiciens, quoi. Essayer de manger le soir quand on t'a offert un concert, d'aller de concert en concert pour pouvoir être créatif. Non. En tant que programmeur, on peut vraiment bien vivre. Et en plus, je connais aucun métier où il faut faire aussi peu d'investissement financier. Donc on se fait super bien payer et on investit 2000 € tous les 2 ans. On s'achète un nouveau MacBook Pro ou je sais pas quoi. Voilà. C'est notre investissement pour faire notre métier. Et on peut faire ça n'importe où. On peut programmer dans le parc, on peut programmer dans le train, on peut aller en voyage et continuer à travailler. C'est génial. N'importe quel autre métier, le boulanger, même un peintre, sa peinture coûte plus cher que notre ordi, quoi. Donc, c'est incroyable. Donc, une fois qu'on a trouvé cette vague qui nous caractérise, où, ok, je remonte, je trouve le courant, j'ai trouvé un job qui me porte, et puis hop, tu sens que ça va dans l'autre sens, il faut être honnête avec toi-même, parce que sinon, tu risques de t'éloigner de ta montagne. Et ce qui est bien, c'est que de temps en temps, tu peux dire, ok, j'ai une période creuse, c'est pas grave, j'attends la prochaine vague, et je repars avec, quoi, sur mon élan créatif. D'autant plus que, il y a 10 ans, tout était virtuel, on programmait, ça se passait sur l'écran. Maintenant, en tant que programmeur, en fait, l'output et l'input est complètement géré par nous. En fait, on maîtrise le monde entier. Donc on a les imprimantes 3D, juste comme un exemple, mais on a des autres contrôleurs comme Leap Motion Controller ou le Mayo qui permettent de façon hyper précise à l'humain d'interagir avec la machine, nous, en tant que programmeurs, modéliser cette interaction et puis ressortir ça même dans une forme physique. C'est incroyable. Mais on parle même plus de une image qui je projette ou une vidéo ou du son. Non, ça devient concret, quoi. Il y a une boîte qui construit des maisons avec des imprimantes 3D. Super, quoi. Donc, allez, ça c'est un peu mon dada, hein. C'est les interfaces gestuelles, c'est un peu ma vague, quoi. Tu vois, moi j'aime bien les interfaces gestuelles. Pourquoi ? Parce que justement, ça me permet d'avoir des boucles de feedback en tant que programmeur qui me satisfait personnellement. C'est un petit peu comme un chien, quand tu veux l'apprendre quelque chose et tu lui donnes une récompense, il a sa boucle de feedback et ça te fait du bien, ça fait du bien au chien, ça fait du bien au chien. Et hop, il apprend un truc et il avance, il est motivé. Pour moi, c'est la même chose. Ça, c'est ma vague, les interfaces gestuelles, comme la Hagenharp, hein, j'ai un instrument qui fonctionne et je peux aller chercher le son. J'adore, quoi, j'adore pouvoir explorer juste avec une touche, c'est bon, quoi, c'est cool. La même chose avec les interfaces gestuelles, j'aime bien ce boucle de feedback. Et pourquoi est-ce qu'on sait faire ça ? Puisque les ordinateurs sont devenus tellement puissants, on a les contrôleurs qui sont devenus incroyables dans la précision et dans la quantité de données qu'ils envoient en temps réel. Mais en même temps, il y a des autres boucles de feedback aussi qui sont super importants en tant que créatif. C'est que on peut utiliser un modèle de distribution immédiat. Donc on peut toucher nos utilisateurs directement. On peut se créer des petits microcosmes. Il ne faut plus penser à ok, je vais créer un truc, mais comment est-ce que je vais le mettre sur le marché, quoi ? Non, c'est super facile.
tu y vas, quoi. Tu trouves tout de suite des utilisateurs, eux, ils te donnent du feedback aussi. Du coup, tu as tous ces boucles de feedback qui se mettent en place. C'est un peu du DevOps, mais exponentiel, quoi. Au lieu d'avoir ça dans tes équipes tu fais ça sur l'échelle du monde entier, quoi. Hop, feedback dans tous les sens. Toi-même, avec tes utilisateurs, pendant que tu crées, avec les versions suivantes de ton soft. Et ça fait que, en tant que programmeur, tu as réellement cette émotion. Le truc de waouh, quoi. J'ai créé quelque chose et ça vit. Forcément, l'open source fait beaucoup là-dedans. Hein. C'est ce qui a un petit peu ouvert ce chemin pour nous en tant que programmeurs. Donc ça m'amène à cette phrase « Vos œuvres ne vous appartiennent pas ». C'est une phrase, en fait, que j'ai un petit peu changée de Khalil Gibran qui dit ça de tes enfants. Tes enfants ne sont pas tes enfants. Tu les lances dans la vie et puis après, ils vont tomber, hein. J'ai fait le maximum, voilà, c'est bon. Avec tes créations, c'est la même chose. Si tu utilises ces boucles de feedback, elles vont toujours t'échapper. Mais c'est ce qui est génial. C'est ce qui fait que ça vit et que toi-même, tu t'enrichis avec tes propres créations. Donc là, c'est un exemple d'un truc avec Lagenharp. Donc Lagenharp, j'ai vite résumé qu'on peut changer les touches, on peut en faire ce qu'on veut, ce qui fait qu'on peut changer l'interface. Et donc, il y a une fondation qui s'est rendue compte qu'en fait, Lagenharp est parfait comme instrument pour les gens qui n'ont qu'une main. Parce que c'est un vrai problème. Comment est-ce que des musiciens avec une main vont jouer d'un instrument? C'est super dur, il n'y en a presque aucun. Et là, avec Lagenharp, ils savent le faire parce que l'interface est complètement changeable. C'était pas prévu. C'est eux qui sont venus et qui ont dit « Ah, c'est magnifique, ça nous correspond, quoi. » Donc, ça prend des chemins qu'on ne sait même pas le prévoir. Autre exemple. Ça, c'est un soft que j'ai fait avec Leap Motion Controller. C'est GameWave. Je l'ai fait pour jouer des jeux 3D. Il y a un type qui m'a envoyé cette vidéo qui dit « Écoute, moi, je ne sais plus utiliser mes mains et ça fait des années que je cherche une façon pour utiliser mon ordi avec mes pieds. » C'était pas prévu. Et donc, lui, il utilise le Leap Motion Controller avec ses pieds pour piloter son ordinateur. Ça une création qui t'échappe, quoi. Autre exemple ici. Nouveau GameWave, un truc fait pour les jeux. Salle d'opération. Gros problème, comment est-ce qu'on fait pour consulter l'imagerie médicale? Ce qu'il doit faire, c'est enlever les gants, repasser à l'ordinateur, il clique sur la souris, paf, il y a des bactéries, il doit tout nettoyer de nouveau, remettre des gants, rentrer. En même temps, t'es ouvert, hein, je veux dire, t'es endormi, ils ont incisé, ils partent, ils reviennent, quoi. Ça prend 10 minutes. Là, il y a le Leap Motion Controller juste à côté d'eux, ça a été désinfecté, il n'y a aucun problème, et ils peuvent consulter et manipuler l'imagerie médicale pendant qu'ils font l'opération. C'est un gain de temps incroyable. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Et donc, ça ouvre des nouveaux chemins. Maintenant, moi, personnellement, dans ma vie, je suis en train de voir où est ma montagne. Parce que j'ai des opportunités qui s'ouvrent envers moi. Là, j'ai plusieurs hôpitaux qui me contactent, qui disent est-ce qu'on ne peut pas streamliner ça et faire un soft spécifique Et donc voilà. Là, pour l'instant, je suis en train de surfer un petit peu, quoi. Je sais pas très bien, mais c'est cool. Ça fait vivre, quoi. Ça fait que quand j'ouvre Xcode pour travailler sur ce projet, je dis ah purée, ça a touché celui-là et ça te fait quelque chose. Ce n'est pas juste résoudre un bug, quoi. Donc, voilà. Les utilisateurs sont humains. Je trouve qu'on l'oublie souvent. On essaye toujours de tout cadenasser, de faire en sorte que ce soit tip-top comme on pense, qu'on a prévu tout, que des connexions qui ne sont pas censées se faire ne se feront pas. Mais du coup, on ne sait pas être créatif non plus. Donc je crois que parfois, il faut peut-être faire un pas en arrière pour se dire, est-ce que je ne peux pas plutôt fournir des outils à la Linux où j'ai des petites utilitaires qui peuvent piper ensemble, qui peuvent combiner pour permettre à l'utilisateur d'être plus flexible et plus s'exprimer que de tout ficeler avec clique sur ce bouton-là et puis tu cliques sur ce bouton-là et puis c'est fait, quoi. Notamment, récemment, dans un des produits chez Zero Turnaround, j'ai exactement eu ça. On a été trop loin, on a voulu mettre beaucoup trop de features, on s'est rendu compte qu'en fait, on a loupé des utilisateurs, quoi. La majorité des utilisateurs n'en avaient pas besoin. Et en
cadenassant le bazar, en fait, c'était vraiment pas utile. Et donc, on a fait marche arrière, on a enlevé des features, on a ouvert certaines fonctionnalités pour permettre, en fait, aux utilisateurs d'être des humains et s'exprimer avec le produit qu'on fournit pour le malayer et l'adapter à leurs besoins. Et donc, en dehors de l'artistique, je crois que dans les projets enterprise, ça s'applique aussi. Il faut essayer de ne pas dire que c'est le plafonnier qui est allumé, quoi. Il y a peut-être autre chose qui peut être allumé. Ça permet de faire des autres connexions. Donc ça m'amène un petit peu à un autre exemple ici. Par rapport à l'exemple que vous avez vu, donc la salle d'opération avec GameWave qui permet de manipuler les images avec les mains, il y a des autres softs qui faisaient la même chose. Et pour moi, ils ont fait une erreur. Ils ont essayé d'enlever le facteur humain et d'enlever la précision de l'appareil pour que ça devienne plus facile à l'utilisation. Donc, ça met des filtres de floutage sur les mouvements pour que quand on bouge, que ça ne tremble pas et que donc il y a un petit décalage dans le temps d'utilisation, mais on va protéger les utilisateurs. Mais du coup, il manque la précision. Et du coup, ils n'ont pas cette interactivité avec l'appareil. Et donc, parfois, je crois que quand on fait nos créations, on doit se dire, la responsabilité est sur les utilisateurs pour apprendre à utiliser ce qu'on fait, pas à nous pour essayer d'anticiper ce qu'on crée, parce que les utilisateurs, ils vont pas comprendre, quoi. Ça va être trop difficile. Hein? Alors, très pratiquement, ce que beaucoup de gens me demandent toujours, comment est-ce que je trouve le temps pour faire tous les projets que je fais? C'est comme la musique, en fait. Hein. Un quart d'heure tous les jours. Ou une demi-heure tous les jours. Et puis on commence, on se dit, OK, tous les soirs, après le film, je vais coder un petit peu, 20 minutes. Toujours 2 heures, hein, mais bon, c'est pas s'en empêcher, mais on commence, et puis hop, tous les jours, on fait un petit peu. Et c'est un travail de longue haleine, c'est une discipline, quoi. C'est comme toute création, toute expression artistique, c'est une discipline. C'est quelque chose qu'il faut faire tout le temps, pendant des années. Et on se rend compte que, par petits pas, on devient, peut-être, on commence à avoir un certain toucher. Et il faut se rendre compte que, pour aboutir à quelque chose, c'est ça qui se passe, hein. C'est ce qui se passe à droite, quoi. C'est pas ligne droite. Parce que la majorité des gens, quand ils disent « Oh, j'aimerais bien faire ça », disent « Bah, c'est ligne droite, je dois faire ça. Comment est-ce qu'il a fait, lui ? Oh, purée, comment est-ce qu'il a fait ? Il a fait ça, moi, j'y arrive pas. » Mais non, tu vois que le début, la fin, t'as pas vu tout ce qu'il a fait entre. Et c'est la même chose dans la musique, dans tous les arts, et c'est la même chose dans la programmation aussi. Quand on fait une création, on passe par la galère, quoi. On passe par les utilisateurs qui sont pas contents, qui trouvent que c'est merdique. T'essayes de régler le bazar. Il faut vraiment suivre ton chemin, quoi. Surfer ta vague, aller vers ta montagne. Et donc là, ça m'amène à la question que moi je me pose depuis le début de ma vie, en fait. Est-ce que je suis musicien ou est-ce que je suis programmeur ? Au début, je me disais, OK, je suis musicien professionnel, programmeur dans ma passion, puis ça a changé. Il y avait toujours ce conflit, parce que mes parents, ben non, musique, c'est pas bien, il faut programmer. Et puis, mais non, mais moi, je veux vivre de la musique. Et finalement, je me rends compte qu'en fait, on peut être les deux. On peut être programmeur et artiste. Et on peut vraiment faire des créations et utiliser la programmation pour, dans le domaine numérique, faire des créations magnifiques. Voilà. J'espère que ça vous apporte quelques idées ou quelques motivations pour travailler sur vos propres projets. Si vous voulez m'en parler, je serai dehors après le keynote au stand de Zero Turnaround. Donc c'est juste là derrière. Et venez me dire coucou, quoi. Voilà. Merci.